Trop avec David Lorto et avec Philippe Auclair en duplex télé-radio depuis Londres. Alors oui, l'UEFA s'amuse. Ici, Londres. Ici, exactement. Ici, Philippe Auclair. Alors, l'UEFA s'amuse et a fait ses petites prédictions. Alors, c'est sur le site internet de l'UEFA que vous pouvez trouver ça. Ils se sont amusés. Alors, ils ont pris en compte 4 critères pour la Ligue des Champions. Premier critère, ils disent il faut terminer premier de son groupe de façon générale pour gagner la Ligue des Champions, puisque puisque c'est le cas sur ces dernières années. Il faut défendre, mais pas trop. Déjà un critère qui a l'Euro, c'est pas la Ligue des Champions, n'a pas été. Il faut défendre mais pas trop, puisque l'équipe ayant encaissé le moins de buts en phase de groupe n'a jamais remporté la compétition depuis le nouveau format, par exemple. Il faut faire parler l'expérience. Voilà, c'est-à-dire ne pas disputer pour la première fois la phase finale, par exemple Leicester. Ça c'est plutôt une bonne. Je pense. Et puis quatrième critère, attention, c'est toujours les mêmes au final. Au cours des 19 dernières saisons, seul Chelsea a ajouté ce nom au palmarès. Il y a eu un seul nouveau vainqueur en 19 ans. C'est Chelsea. Donc au final, ils en arrivent à la conclusion suivante. De toute façon, c'est le Barça qui va gagner la Ligue des Champions cette année. Donc voilà, c'est l'UEFA qui le dit. En même temps, c'est eux qui organisent. Donc je sais pas, Monsieur Manardo. Non, mais c'est tous les critères qui sont retenus, ils me semblent tout à fait recevables. Ils n'ont pas pris beaucoup de risques. Les 4 critères, évidemment. Les 4 critères désavantagent le Paris Saint-Germain. Là. Les 4. C'est. Bah, oui. Ouais. Oui, complètement. Et la conclusion des avantages carrément le PSG. En revanche, je pense que les 4 avantagent le Bayern. Ah non, parce que le Bayern n'a pas fini premier de sa poule. Ah bah oui, voilà. Il y en a 3 sur 4. Donc en fait, non. Ni le Real d'ailleurs. Bon, en tout cas, Fred nous le disait, en Espagne, évidemment, ça a excité un peu tout le monde cette histoire. Et donc, voilà. Après, que l'UEFA qui organise la compétition s'amuse à faire ce genre de choses. Non, mais c'est sur des critères. Pour les défendre parce que il m'arrive de collaborer avec eux, mais là, pour le coup, les critères, on peut tous se mettre d'accord autour de cette table, voire avec les auditeurs, pour se dire que il y a rien d'infamant dans ces critères. Ils sont recevables, quoi. Il y a un truc qui manque. Puis il n'y a pas non plus un risque énorme à annoncer que le Barça peut gagner la Ligue des Champions. Tu l'as dit. Après, il reste évidemment les impondérables. C'est-à-dire que tes stats, elles vont jusqu'à la blessure de la MSN, par exemple. Un maillot qui se déchire. Si les 3 soient blessés, absents, tes stats, elles ont beau être bonnes jusqu'à ce moment-là, et après, c'est plus la même. Évidemment, mais que Chelsea qui vienne mettre son grain de sel là-dedans, 19 ans, c'est dire à quel point il y a comme ça un conglomérat on le sait, de 4-5 équipes. C'est un club très fermé. Qui se partagent ça, qui ont la culture. Dans quelques instants, City au programme. On va parler de Liverpool avec Philippe. Mais d'abord, mon petit Lorto, ton avis du soir concerne Oliver Kahn. Qui réapparaît sur la scène internationale. Sur la scène médiatique aussi un peu. Il fait peur aux enfants ? Alors non, du tout. Comme avant. C'est en lien avec notre match de cette semaine aussi, parce que je pense que c'est un élément important dans l'environnement du Bayern et ça peut expliquer aussi peut-être des choses sur le terrain. Ce que je voulais dire ce soir, c'est que Oliver Kahn doit devenir, comme il l'avait envisagé dès 2008, à la fin de sa carrière, doit devenir le directeur sportif du Bayern. Je disais tout à l'heure que le Bayern, lorsqu'il gagne difficilement 1-0, difficilement 2-1, difficilement 2-0 en fin de match comme ce week-end, est en plein dans son ADN habituel, est en plein dans son identité, c'est-à-dire ça peut gagner moche mais ça gagne. Et quel est l'homme qui incarne ça ou qui a incarné ça dans les années 90 et dans les années 2000 lorsque le Bayern est champion d'Europe en 2001 notamment? C'est évidemment Oliver Kahn. Le Bayern est en train de chercher un successeur à Matthias Sammer, qui a été directeur sportif il y a quelques temps, qui s'est retiré, et il y a une espèce de trou béant en ce moment donc entre le terrain, entre Carlo Ancelotti l'entraîneur et les présidents que sont Euneux et Rummenigge. Et ça se voit pas forcément à chaque match, mais il y a des moments où on comprend que c'est un poste important. Le poste a été, ça n'est pas un secret, a été fortement suggéré à Philippe Lahm, qui a annoncé qu'il arrêtait à la fin de cette saison, donc l'été 2017. Philippe Lahm a poliment décliné, avec un large sourire, en sous-entendant qu'il reviendrait au Bayern, mais peut-être dans d'autres fonctions, qu'il avait envie de quitter un peu le terrain. Et l'homme qui, je le répète, s'est positionné dès 2008 comme intéressé par ce statut-là. L'homme qui correspondrait, à mon avis, parfaitement dans l'ADN du Bayern à ce poste-là pour mordre un peu les mollets quand il y a besoin, pour défendre aussi les joueurs quand il y a besoin, pour faire le lien, puisqu'il connaît si bien ce club, avec entre les différentes parties. Gueuler, parce que quand même toute sa carrière, on l'a vu gueuler, ce mec. Il était en train de gueuler. Kahn. Après ses coéquipiers, après les arbitres, ce qui parle en sa faveur aussi sur
sur le plan public, c'est que Oliver Kahn est un consultant télévision maintenant. Il va d'ailleurs être consultant cette semaine pour la télévision publique. Comment d'ailleurs c'est l'un des meilleurs. Moi je l'ai régulièrement dit, je le répète, il est reconnu pour cela. Il est très fin, pas piquant parfois dans ses analyses, beaucoup moins bourrin si je puis me permettre cette expression qu'il était peut-être sur le terrain parfois. C'est un vrai, il est capable d'arrondir les angles, il est très diplomate et il a gagné en crédibilité, il a étoffé son personnage en étant ce consultant télé reconnu qu'il est encore aujourd'hui. Et je sais que le Bayern, ou Lyonnais en particulier, fait le forcing pour arracher à Mönchengladbach son excellent directeur sportif actuel qui est Max Eberl. Et c'est un ami de Ness, c'est un ancien joueur aussi du Bayern, donc c'est le plan numéro 1. Mais il y a un plan B en l'occurrence, contrairement à d'autres éléments de l'actualité. Là, il y a bien un plan B, c'est Oliver Kahn. Et pour moi, c'est le joueur... sur le plan B. Je mise sur le plan B... pour ne pas se fourvoyer et pour ne pas sombrer dans la... On dira, j'aurais pas vu Alain Juppé au Bayern. Non plus. Donc c'est plus crédible, Oliver Kahn. Bon, le romantisme de Guardiola, ça a été magnifique. Moi, j'ai été le premier supporter. Et je pense que pour retrouver un trophée comme la Ligue des Champions, ça peut être bien d'avoir cette pièce du puzzle-là aussi. Oliver Kahn est parfait pour être le directeur sportif du Bayern. Non, ma foi, qu'il y ait un trou dans l'organigramme, David, certes. Qui soit, comme tu l'as qualifié, de béant, là, moi j'en doute un petit peu. Un peu fort. J'en doute un petit peu parce que t'es arrivé quand même de bosser avec quelqu'un qui a très longtemps été au Bayern, pendant 9 ans, Willy Sagnol, et il aimait bien Matthias Sammer, on aimait bien Matthias Sammer au club, mais les patrons, c'est Hoeneß, Rummenigge, et Bastacosi, ça s'arrêtait là. Matthias Sammer, il était pas là pour jouer les utilités, certes. Il avait quand même un rôle, par rapport à l'étiquette, dont tu nous as fait une admirable démonstration, mais il avait un rôle quand même moindre, voire sensiblement moindre que cela. Alors maintenant, s'y mettre Oliver Kahn, c'est peut-être pour redonner un petit peu plus c'est une suggestion, de volume, c'est une perspective, d'épaisseur, mais c'est pas un trou béant. A priori, c'est pas une immense perte non plus pour le Bayern. Il y a des clubs quand même dans lesquels on sent l'absence du directeur sportif, mais je suis d'accord. Des clubs, oui. Rummenigge et Hoeneß en plus, pour aller dans ton sens, sont parfaitement complémentaires. Donc quand l'un est un peu arrondi, l'autre est un peu plus carré, et vice versa. Donc ça marche assez bien. Quand il y a vraiment un gros problème, ils sortent le joueur de golf là, Beckenbauer, et puis hop, lui, il vient carrément calmer tout le monde. Alors, voilà pour Oliver Kahn. Il faut que tu nous... Qu'est-ce qui se passe, Florent? Non, ça m'a fait rien. D'accord. Leipzig ou Dortmund fait un choix, il faut qu'on parle d'un des deux. Ah bah peut-être Dortmund, parce que Dortmund va quand même jouer cette semaine. D'ailleurs, c'est pas plus tard que demain à Benfica pour le match aller de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. C'est vrai que ce match, il tombe le soir de PSG-Barça, c'est pas de chance. Pas grave, vous me passerez un coup de fil si l'envie vous prend. Surtout s'il y a un score extraordinaire. Ce qui peut arriver quand même avec cette équipe de Dortmund. On parlait avec Philippe tout à l'heure de sentiments un peu mitigés sur ce qui pourrait se passer entre le Bayern et Arsenal. Dortmund souffle aussi un chaud et froid assez impressionnant cette saison. Vous en parliez avec Fred Hermel tout à l'heure, Dortmund a embêté le Real. Donc Dortmund est capable, sur les deux matchs en plus, Dortmund est capable de gêner les plus grands. L'entraîneur l'a encore répété ce week-end, avec la piteuse défaite contre Darmstadt. Tuchel a dit, oui c'est super, on est capable d'être bon face aux grands. Le problème, c'est qu'on est aussi capable d'être vraiment mauvais et insuffisant face à des équipes contre lesquelles il est plus difficile de se motiver. C'était Darmstadt ce week-end qui est dernier du classement. Darmstadt a plié Dortmund. Et du coup, on est un peu inquiet dans la roue parce qu'on se dit, oh là là, est-ce que l'effectif est suffisant pour accrocher une place en Ligue des Champions en fin de saison? C'est pas sûr. Est-ce que on peut rivaliser face aux grosses écuries européennes? Je le pense moi, mais visiblement on commence à avoir des doutes à Dortmund. Et Tuchel essaye de faire un peu de contre-feu, d'ouvrir des contre-feux, de faire un peu de communication pour anticiper un éventuel accident. À Dortmund, on n'est pas super serein avant ce match. Le tirage est plutôt je vais pas dire avantageux, mais plutôt favorable contre Benfica, tout en étant prudent. Mais à Dortmund, on n'est pas super serein en ce moment. Reste avec nous, car tu vas tout savoir maintenant de Bournemouth, Manchester City. Si tant est qu'il y a des trucs à raconter, Philippe, c'était le match de ce soir. Écoute, non, la chose importante à raconter, c'est le fait que Manchester City s'est imposé sur le terrain de Bournemouth. C'est pas vraiment une énorme surprise, mais ça confirme ce dont on parlait depuis un certain temps, à savoir que si jamais il doit y avoir un candidat qui puisse aller chatouiller Chelsea dans son sur l'avenue qui le mène au titre, ça sera Manchester City pour moi. Ils sont deuxième ce soir. Et ils l'ont encore démontré ce soir. Ils sont deuxièmes, ils sont à 8 longueurs. Le match nul de Chelsea à Burnley,
qui non plus n'était pas totalement inattendu parce que Burnley à domicile est une équipe extrêmement difficile à bouger. Je dirais pas que ça a relancé le championnat, mais ça maintient un certain suspense. Et Manchester City se devait de faire quelque chose. Ils l'ont fait à Bournemouth avec un but de Raheem Sterling en particulier qui a un petit peu libéré cette équipe des Citizens qui sont plutôt en bonne forme. Hein. Je t'avouerai qu'ils m'ont fait bonne impression quand je les ai regardés. Et mardi prochain, City Monaco. Oui. Ils jouent contre Monaco, absolument. On est bien d'accord. Et ils sont en bonne forme. Tout le monde est à peu près là. Dans le cadre du championnat d'Angleterre, Manchester City est pour moi l'équipe qui a le plus de chances d'aller chatouiller Chelsea en ce moment. Surtout après le résultat qu'on a vu entre Liverpool et Tottenham. Alors, qui en fait a mis quasiment fin à tout espoir. Je passe d'un Manchester à l'autre parce qu'il y a une info qui nous est arrivée aujourd'hui qui concerne Monaco également, mais là on parle de United et on parle de Martial. Selon les clauses du transfert de Martial, si Martial marque le 25e but, marque le 25e but, peut-être contre Saint-Etienne jeudi, il y a une prime de 10 millions. Eh ben, il y aurait 10 millions pour Monaco. Ouais. Et pas 10 millions d'euros. Il y en avait en un seul paiement. En un seul paiement. Philippe, tu me confirmeras ça. Ouais, la clause dans le classement du Ballon d'Or aussi existe. S'il termine un jour, je crois, dans le top 5 ou top 10, je sais plus. Alors attends, la dernière clause de 10 millions sera levée si Martial intègre un jour le 3 finalistes du Ballon d'Or. 3 finalistes. Ouais, c'est plus compliqué quand même. Plus compliqué. Mais les 3 finalistes, ok. On lui souhaite. Non, mais pour ce qui est des buts marqués, c'est quelque chose qui est sorti. Enfin, c'était sorti depuis un certain temps, mais le fait que Anthony Martial ait marqué ce week-end et un joli but d'ailleurs au premier poteau, également auteur d'une passe décisive, a fait qu'on s'est rendu compte tout d'un coup que Anthony Martial peut-être qu'il n'était pas nécessairement le paria de l'équipe de José Mourinho et que José Mourinho lui faisait toujours confiance, en tout cas croyait encore en lui pour avoir un rôle important dans cette équipe de Manchester United, qui mine de rien se replace. Que si tu regardes le classement du championnat d'Angleterre, bon, t'as Chelsea qui est toujours devant, 8 points devant Manchester City, mais derrière, il va y avoir une bagarre absolument énorme pour les 3 places qualificatives pour la Ligue des Champions. Et là, alors là, c'est la bouteille à l'encre, mais moi, je vois les 2 équipes de Manchester revenir, que ce soit United ou City, je les vois revenir en excellente santé et la victime ou les victimes seront plutôt allés chercher du côté des autres équipes, à savoir Liverpool, Tottenham et Arsenal. Liverpool, justement, pour conclure, Philippe, brillant. Voilà, on attendait la réaction, elle est arrivée ce week-end. Elle est arrivée, ça n'a pas surpris que ce soit contre une grosse équipe. Tu fais la comparaison entre Liverpool contre les équipes du top 6 et Liverpool contre les équipes du bas de tableau. Tu vois une équipe de Liverpool qui, contre les équipes de la tête du classement, se comporte de manière remarquable, au niveau des performances comme au niveau des résultats. Contre les équipes plus faibles, plus modestes a priori, tu vois un Liverpool qui perd de sa superbe. Tu as également eu la confirmation que Sadio Mané était un joueur qui avait beaucoup manqué pendant qu'il était à la Coupe d'Afrique des Nations, et une équipe de Liverpool qui se maintient dans la course au top 4. Le titre, on peut oublier. Mais ils ont retrouvé une certaine vista de l'imagination, de la vitesse, de la rapidité. Ils ont complètement étouffé cette équipe de Tottenham qui était plus que méconnaissable. Il était impossible de reconnaître le Tottenham qu'on avait vu battre Manchester City, par exemple, dans ce qu'on a vu à Anfield. Donc, ça promet pour les 13 journées qui restent, pour ce qui est du top 4. Mais bon, un excellent week-end pour Chelsea, une nouvelle fois. Je voulais juste te poser une question à Lorto, s'il est encore là. Pour conclure. Il reste une minute. Parce que, ouais, bon, alors écoute, dans ce cas-là, je vais la poser un autre soir. On fera les comptes après les rencontres de Ligue des Champions. Allez, une dernière info quand même importante qui concerne l'OM. Ça n'a rien à voir avec les drôles de dames, mais on apprend ce soir que Bafé Gomis sera absent de 4 à 6 semaines à cause de son problème au genou suite au match d'hier. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on pouvait craindre pire. Ouais, mais il sera a priori pas là pour le Marseille PSG. Voilà, ce qui est quand même évidemment l'arme offensive principale de Marseille. Philippe, on se retrouve toute la semaine, bien sûr, avec la Ligue des Champions. Mon petit David également. Bien sûr. C'est parfait, cette connexion avec toi, Philippe. De l'UEFA. Ah oui, là, l'UEFA. Alors là, vous savez que la semaine prochaine, on a 48 heures de confrontation Manchester-France. City-Monaco le mardi. Absolument. Et Saint-Etienne-Manchester United le mercredi. Bah oui. Pogba contre Pogba. Pogba contre Pogba. Tu suis, Gilbert, tu suis.
Salut les gars, je rappelle les résultats foot du soir si vous nous rejoignez juste en Ligue 2. Strasbourg a battu Orléans 3-2, Lens bat Clermont 3-1, donc en Angleterre City gagne à Bournemouth 2-0, Lazio Milan 1 partout, Eibar bat Grenade 4-0, pas de match en Allemagne. Avec l'affiche à l'envers, c'est super fort. Ça c'est formidable, je sais pas comment tu fais. Voilà. Non, maintenant c'est à l'envers pour toi. C'était à l'envers. Comme ça. Salut à tous, à demain, juste. Journée exceptionnelle PSG-Barça, évidemment sur RMC et dès 18h avec Antoine Griezmann dans Team Dugas, également sur BFM Sport, et on sera à l'antenne dès 19h30 demain soir également pour tout vivre avec la Dream Team. Salut les gars, ciao.